They do have a timeout. Decide not to use it. Curry, way downtown. Bang! James on the drive. Anthony for three. Puts it in. Durant. You can't keep jumping that high, man. Says who? Bryant for the win. Jeudi soir, c'était la folie à Paris. La NBA a fait son retour dans la capitale avec une affiche vintage, Détroit contre Chicago. Un match qui ne restera pas dans les mémoires, mais une soirée qui a tenu toutes ses promesses. On en parle dans le French Corner. Si la première chose que vous faites en vous levant le matin, c'est de mater les actions les plus spectaculaires de la nuit, Austin Rivers ne va pas être content. Pour le joueur des Wolves, les highlights sont en train de tuer le basket. On en discute dans le débat. Depuis quelques temps, on les voyait plus souvent à l'hosto que sur le parquet. Klay Thompson et Kawhi Leonard ont vécu des saisons galères. Mais tout ça, c'est du passé. En ce moment, Klay et Kawhi, ça régale. Sont-ils de retour à leur meilleur niveau? Réponse dans le focus. Hype, épisode 14, saison 2. Toute la hype du basket américain est sur Sport en France, 14e émission de cette saison. On va accueillir plusieurs hommes pour parler basket et de l'événement de la NBA cette semaine, et avec Angelo Tsakakis qui est là pour commencer. J'allais dire avec un homme à un la homme veste, bien habillé surtout. bien habillé. Ça va très très bien. Comment 14e émission, déjà? très content. Fred, Oui. petit chapeau rouge cette fois-ci, je me suis pas planté. Non, ça va, c'est la bonne Change de couleur chaque semaine. Je crois que l'air ne passe pas dans la veste de. Oui, c'est pour ça que j'ai bien chaud. T'as bien chaud. Mm. Il est bien Bon. chaud donc. Comment va? T'as été au match en plus toi, hein? Oui, j'ai vu Angelo qui était derrière moi, qui me dit je suis derrière. Je ne l'ai pas vu tout de suite. Et puis Non, parce qu'il avait le dos bloqué, aucun. Tu vois, Puis, ça avait du mal. peut-être derrière Attendez. tout en haut d'ailleurs. Non, j'étais derrière, mais Il était vraiment en bien ligne placé, droite. Tu sens qu'il a un peu d'influence. Il a un peu Je suis d'influence. connecté, c'est ça? Ouais. Bon, accueillons notre Américain du jour, Melvin Carsanti du côté de San Francisco. Comment vas-tu, Melvin? Eh ben écoute, ça va très bien. Salut les gars. Je suis Salut pas à tous. d'accord. Ah pardon. Non, c'est trop tôt pour pas être d'accord avec le mec. Mais il n'y en a pas aujourd'hui, ça tombe bien. Bon, Melvin reste avec nous. On va commencer avec toi et on va discuter bien sûr de l'événement qui a eu lieu la semaine dernière du côté de l'Accor Hotel Arena. Retour d'expérience dans le French Corner de la NBA. Alors c'était les Français les plus hype de la semaine dernière, Kylian Hayes et indirectement Victor Wembanyama, qu'il était aussi à l'événement. On rappelle que les Bulls et les Pistons étaient à Paris pour s'affronter dans un match de saison régulière. On va vous replonger dans l'ambiance et ensuite on discute ensemble de cet événement. Good job. We did it, though. We here. Can I get a stick? We did it. Alors voilà pour l'ambiance aux abords de l'événement. Il se passe toujours beaucoup de choses avant les matchs, autour des entraînements, bien sûr, les conférences de presse, des visites aussi de la ville de Paris. Par contre, vous deux, messieurs, Angelo et Fred, vous étiez au match. Première question peut-être à toi, Fred. Je t'avais posé la question la semaine dernière. Qu'attendais-tu de ce match? Le match est passé. 126-108 d'ailleurs pour Chicago. Ton analyse un petit peu du match? Du match? Ouais, surtout. C'est un match de Détroit, donc un match pas forcément très intéressant, Okay. Où il n'y a pas eu un enjeu fou. Quand on parle de basket pur, honnêtement, c'était pas la folie, concrètement. Okay. Mais c'est un truc que je ne comprends pas. Alors, je ne sais pas, vous allez peut-être pouvoir me répondre. Oui. La NBA respecte clairement le marché français. La preuve, ils viennent faire des matchs ici. Ils respectent clairement les fans parce qu'ils veulent qu'il y ait souvent un Français dans le tas, donc ils respectent. Mais pourquoi ils nous envoient des équipes pourries? Ah, j'ai une réponse. Parce que je me pose vraiment la question de savoir, ok, les mecs nous respectent jusqu'à un certain point. Moi, j'aimerais bien voir des grosses équipes, des équipes qui sont un peu funky, des équipes un peu... Alors, les Bulls, t'as DeMar DeRozan, t'as Lavine.
À la limite, tu vois, ça Il y va. a une histoire, il y a un ancrage quand même. Quand tu parles de Chicago, il y a des références qui se font vite Avec les trois. Oui, mais à l'ancienne. Oui, mais c'est quand même une, Oui, c'est une marque référence, qui mais je s'exporte, suis quoi. d'accord, sauf que, oui, encore une fois, Chicago, pourquoi pas. Mais Détroit, c'est un peu. C'est en reconstruction et ça me fait pas forcément rêver au niveau du jeu, en fait, encore une fois. Alors, après, peut-être que vous n'avez pas la même lecture que non, moi. mais Moi, j'étais un peu déçu de l'opposition, en fait. Je vais te répondre. Un de mes contacts NBA m'a expliqué en fait comment les équipes étaient choisies pour arriver justement sur les marchés Mexique, Asie et France. Déjà, elles sont sollicitées. On leur demande si elles ont un intérêt marketing et sportif à faire quasiment 6000 km, changer de fuseau horaire, et puis un intérêt marketing aussi, dans l'idée de venir en France. Kylian Hayes, par rapport à Détroit, ça se justifiait. Oui, ça peut s'expliquer. Okay. Et la partie Bulls, effectivement, par rapport à la fanbase européenne, parce que nous, on a un match à Paris, mais quand on positionne le match à Paris, on parle aussi avec... Enfin, les Allemands peuvent venir, les Italiens peuvent venir, les Espagnols la preuve. peuvent venir. Piqué est venu avec sa Casio et sa Twingo, donc... Voilà, donc c'est les équipes qui se positionnent, et effectivement, si elles ont un intérêt, elles valident le point de venir on est en France ou pas. On est quand même d'accord que l'intérêt du match en lui-même, et je ne te parle pas du décorum, parce que le décorum était splendide et j'étais ravi d'y être, ne vous méprenez pas, mais l'intérêt du match était très limité quand même. Qu'en pense Angelo ? Je partage, on va dire, le niveau de jeu que met en avant Fred. Je comprends tout à fait pourquoi c'est Détroit qui vient. Quand c'était Charlotte, c'était Nico Batum. Tu vois, c'était un peu la même perspective et on essaye forcément de faire un peu d'une pierre deux coups quand tu es la NBA, de permettre d'avoir une réelle mise en avant de l'héritage culturel d'un pays. On sait que les Français ont un gros Quand les Spurs contingent. vont au Mexique, au Nouveau-Mexique, par exemple. Sachant qu'il y a un truc, je t'interromps un instant, il y a aussi le fait East Coast ou West Coast aussi. Hein. C'est plus simple de venir en pleine saison quand on est de l'Est, côte Est, que ça c'est vrai. En fait, c'est l'équivalent d'un road trip pour une équipe de l'Ouest quand elle va à l'Est. Même si le fuseau horaire, il y a quand même un différentiel plus grand, mais au niveau du nombre d'heures de voyage, tu mets 6 heures de Los Angeles à New York en avion. Mais pourquoi pas New York ? Parce qu'à l'époque, Evan Fournier n'était pas censé ne pas jouer. Les équipes choisissent. Hein, oui, mais c'est pour ça que je me dis quand même qu'ils ont une fanbase incroyable dans le monde entier, évidemment, New York. Mais je pense que New York, en France, ça peut claquer, quoi. Après, avec les Bulls nous ont proposé quand même un bon match, un match sérieux, un match appliqué. On a pu voir le talent phénoménal de DeRozan, qui est pour moi et de loin le meilleur joueur mid-range, mi-distance de toute la NBA. Il l'a démontré encore à Paris. Il y a des stats là qui c'était vraiment impressionnant à voir. Sauf que jusqu'au dernier moment, on n'était pas sûr qu'il joue. Hein. Oui. Donc t'imagines, pas de marre de DeRozan, le match il perd encore beaucoup d'intérêt quand même. Complètement. Donc on est content d'avoir 26 points d'ailleurs, 26 points pour DeMar, excuse-moi. Angelo, 26 points, 9 sur 17, il y a 9 rebonds, 5 passes. Sur peut-être les performeurs du match. Moi, c'est ça qui m'intéresse. Oui, c'est Lavine et DeRozan qui ont fait le match tout au long. Vucevic qui a été bien en début de match, pour deux choses. Parce que c'est un ambassadeur de la France, qui parle tellement bien français et que c'est fantastique. Et qu'il aime Bouba. Et qu'en plus, il fait un double-double, et donc il fait quand même un match plutôt très correct et très sérieux. Quand même. Très bon en ce moment. Les Bulls sont très propres. Et de toute façon, dans la prédiction du match, j'avais dit c'est une équipe qui veut se qualifier en play-off, c'est une équipe qui est encore dans la conversation. Donc à ce niveau-là, on avait une qualité sympathique. Mais c'est vrai que Détroit, c'est quand même compliqué, quoi, même s'ils ont de la progression. Kylian Hayes était le régional de l'étape. A-t-il réussi son opération séduction ? On l'a vu présent dans beaucoup de médias français, RMC, il y a eu du Canal aussi, beIN Sport forcément. Il a répondu aux questions justement sur son actualité, le fait qu'il aille beaucoup mieux maintenant cette saison. L'équipe de France également, il en a parlé. Restons sur le jeu d'abord avec Kylian. Est-ce qu'il a réussi son opération séduction ? Ça dépend ce que tu attends du jeu. Si tu veux qu'il fasse un bon match, il n'a pas fait un bon match. Okay. Ça serait un mensonge que de dire qu'il a fait un bon match et qu'il s'est montré par rapport à ça. Par contre, il a été présenté en premier, il y a eu un peu de hype autour de ça, le public a applaudi. A été chaleureux avec lui. Il a été très chaleureux avec lui. Et juste pour... Alors peut-être que tu m'interdis peut-être de le dire, c'est peut-être un peu trop tôt, mais quand il parle de l'équipe de France, il marque des points aussi. Parce que la dernière fois qu'on avait connu Kylian Hayes, c'était un peu, non, l'équipe de France, j'y vais pas. Il y a eu quelques soucis sur lesquels on ne va pas revenir, mais il y a quand même eu des soucis avec l'équipe de France. Et que Kylian Hayes se déclare candidat à aller en équipe de France, c'est hyper positif. Et par rapport à ça, moi, la séduction, je suis à deux doigts de m'acheter un maillot de Détroit. Et pourtant, Détroit, c'est pas mon équipe préférée. Hein. Alors, on a une déclaration, justement, on la lit. Ensuite, Angelo, je te laisse reprendre. Déclaration de Kylian. Pouvoir représenter la France dans un événement pareil, surtout pouvoir ramener une médaille, c'est un rêve pour moi, gagner une médaille aux Jeux. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut faire beaucoup de fois dans sa vie. Voilà la déclaration de Kylian. Donc, il se positionne bien sûr
la Coupe du Monde là, cet été et les Jeux de Paris dans 1 an et demi. Oui, logique. Et puis, de toute façon, c'est la continuité normale de sa carrière. Ce qui est intéressant, c'est que quand même, il a démontré une belle aptitude à libérer la gonfle sur demi-terrain. Donc j'ai eu l'opportunité. C'est ce que tu as vu, toi, quand tu... Ouais. C'est-à-dire que moi, ce qui m'a vraiment impressionné, alors il y a un truc qui m'a chagriné et il y a un truc qui m'a impressionné. Le truc qui m'a impressionné, c'est sa capacité à enrouler les passes sur la lecture de pique. Quand il rentre dans les intervalles, il distribue la gonfle avec grande efficacité. Ce sont des passes laser millimétrées dans les mains pour les shooters qui sont dans des bonnes conditions. Les quelques pertes de balles qu'il a eues, c'est plus un peu, je pense, l'accumulation. Il n'a pas eu sa routine habituelle. Il a enchaîné énormément, tu sais, d'actions médias et autres. Et je ne pense pas qu'il ait préparé son match comme il le fait d'habitude. Et la pression est un peu... Tu Ouais, as les mecs qui sont un peu plus, qui pèsent un peu plus, qui c'est un peu plus compliqué d'être aussi précis que d'habitude. Mais c'est vrai qu'il a progressé. Mais c'est vrai qu'il a, pour moi, il a vraiment été séduisant dans cet aspect-là. Sur demi-terrain, j'ai beaucoup aimé. Ce que j'ai moins aimé, c'est que je trouvais qu'il mettait beaucoup de temps à lâcher la gonfle sur les situations de transition. Je l'ai dit à Yann, d'ailleurs, son agent Balikouzou, qui j'ai eu l'opportunité d'échanger un petit peu. Après, j'ai eu un retour vis-à-vis de peut-être pourquoi on peut éviter de lâcher trop rapidement la gonfle pour peut-être la donner à des mecs qui, eux, ne la rendront pas, très certainement. Donc, je l'entends aussi. C'est son rôle de gérer aussi l'équipe. Donc, si les mecs ne la rendent pas, c'est à lui je l'entends. D'imposer, de voir. C'est lui qui impose le rythme, c'est lui qui impose où doit aller le ballon. C'est pour ça que je l'entends. Une autre déclat de Killian Hayes, justement, sur sa performance. J'étais dans un de ces jours où ça ne veut pas rentrer. C'est frustrant. Donc, il parle de l'adresse, puisqu'il a été assez maladroit. C'est frustrant parce qu'en France, on veut faire un gros match. Ce n'était juste pas mon jour. J'aurais aimé faire mieux. Mais tu sais qu'il aurait pu faire un match à 12-13 passes décisives, parce qu'en première mi-temps, il décale beaucoup de belles opportunités pour ses coéquipiers qui ne mettent pas dedans. Bogdanovic commence le match à 0/4, il y a 3 passes de Kylian. Donc, dans la distribution, moi, ce que j'allais dire, dans la création, il était loin d'être mauvais. Mais c'est vrai que comme tu ne mets pas de points et que c'est ce qui est visible en ce moment… Opération séduction, réussie ou pas? Très correct. Très correct, entre toutes les actions médias et l'accueil chaleureux du public et puis je pense aussi le fait qu'on voyait qu'il avait envie de bien faire, c'est très correct. Ok, on continue sur cet événement NBA à Paris, c'est assez rare. Adam Silver, le commissionnaire de la NBA, le grand patron, s'est exprimé sur la possibilité que l'événement revienne en 2024. Pour lui, c'est dans les plans, mais ce n'est pas encore calé. On peut imaginer qu'on reviendra l'année prochaine pour un autre match de saison régulière. Quand on pense à ça, on pense aussi à Victor qui pourrait être drafté et qui pourrait être déjà dans l'équipe qui reviendrait jouer à Paris l'an prochain dans une année olympique. Il y a beaucoup d'enjeux quand même d'exposition de Paris, du sport et du basket. Donc la NBA ne ratera sûrement pas l'occasion. Est-ce que le public parisien mérite un tel événement l'an prochain? Et allons plus loin, d'avoir une deuxième date. On sait que les Londoniens ont eu l'opportunité d'avoir 2 dates dans une même saison. Qu'en pense Fred? Je suis très partagé. Je suis très partagé parce que oui, d'un côté, le public parisien, mais je te parle les purs et durs, les vrais, ils méritent. Mais moi, pour voir des influenceurs devant, ils ne méritent pas cela. Tu vois ce que je veux dire? En fait, l'ambiance que j'ai vue dans ce match, et d'ailleurs, Evan Fournier, je crois, le dit dans un de ses tweets, il voudrait un truc un peu plus street. Alors, je ne sais pas si street, c'est vraiment le mot, mais moi, j'ai envie de dire puriste. Parce qu'on n'a pas, t'as pas de puriste, il n'y avait pas d'ambiance. On est d'accord qu'on s'est retrouvés tous les deux au Paris Basketball le dimanche. Et il y avait beaucoup plus d'ambiance. C'était autre chose. C'est pas normal parce que tous ces fans de NBA qui étaient à la porte, qui n'ont pas pu y aller parce que ça coûte une blinde, et que tu as 300 mecs qui n'ont jamais vu un match de basket de leur vie et qui sont devant et qui applaudissent comme ça parce qu'ils comprennent rien, ça m'énerve par contre. Je suis désolé. Je partage un peu cet aspect-là. Est-ce qu'il ne faut pas que la culture s'installe aussi? C'est-à-dire que ça fait la 3e année maintenant que la NBA est revenue. Il y a eu le Covid entre-temps, mais est-ce qu'il ne faut pas installer une culture et justement… La culture est liée, les vrais, les puristes, elle est liée, elle adore ça, ils aiment ça. La culture du spectacle américain en France. Mais bien sûr, ils n'attendent que ça la plupart. Sauf que tu as 400 boules à dépenser pour une place, toi? Non. Eh ben ouais, voilà. Qui t'as des nantis ou des mecs invités parce qu'ils sont influenceurs et qu'ils ont 1 million de personnes qui les suivent sur les réseaux, mais qui comprennent rien au basket. Évidemment que t'as pas d'ambiance. Melvin, je te mets dans la discussion sur la culture justement du spectacle sportif aux États-Unis. On sait que il n'y a rien à en redire. Est-ce que le public français mériterait également d'avoir un spectacle et un événement de ce type, là encore la saison prochaine, pour que ça puisse vraiment décoller?
Oui, bah oui. Enfin, je vois pas pourquoi le public français n'aurait pas droit à une troisième édition et peut-être même à 2 matchs, comme tu faisais référence. Après, je suis complètement d'accord avec ce que dit Fred, c'est-à-dire que la culture basket en France, elle est là, elle est là depuis des années. Après, si tu veux avoir des stars au premier rang, comme tu peux y avoir à New York, à Los Angeles, à San Francisco, d'accord. Mais par contre, il faut aussi donner la place aux vrais fans de basket qui attendent des événements comme ça depuis des années. Non, mais je suis obligé de compléter ce que dit Melo. À New York, à LA, vous avez des stars au premier rang qui sont des vrais fans. C'est-à-dire que ce ne sont pas juste des stars. En fait, c'est the place to be. C'est-à-dire qu'en fait, les stars, ils sont allés parce que c'était the place to be, pas pour voir un match de basket. Non, mais et effectivement, quand tu vas à New York, tu as les mecs, oui, c'est des stars autour. Mais ils encouragent leur équipe, ils sont fans et ils aiment le basket. C'est des habitués, ça n'a rien à voir. Fred, non, mais moi, je suis chaud de ouf. Ouais, je sens que ça vous... Non, mais on est moi. Hein. Non, mais moi, ça me chauffe de ouf. Sylvain, ce sont des habitués. Les Jack Nicholson et consorts, les Spike Lee et consorts sont des mecs qui ont les season tickets, qui sont fans de ces équipes depuis des générations. Saison, moi, je suis là pour traduire. Oui, mais on avait bien compris. Mais c'est ça que je veux dire. On fera cette discussion qui est intéressante, qui mérite vraiment un espace un petit peu plus grand. Moi, je voudrais qu'on s'arrête sur l'autre Français qui n'était pas sur le terrain, mais qui a eu quand même droit à sa standing ovation. C'est Victor Wembanyama, qui devrait être drafté numéro 1, si tout va bien, dans quelques mois, et donc traverser l'Atlantique. Victor Wembanyama a été cité par le grand Manitou, Adam Silver, de la NBA. Je vous cite ce qu'il pense de Victor Wembanyama. « Je veux prendre des précautions avec ce jeune homme parce que tout espoir qu'il ait, il n'a jamais mis les pieds sur un parquet de NBA, il n'a même pas encore été drafté, et on lui colle déjà l'étiquette de grand joueur. Je le verrai je le verrai et je lui dirai d'y aller étape par étape, si ce n'est pas cliché. Voilà. Ouais. Ben, honnêtement, c'est impressionnant déjà. C'est impressionnant qu'il ait quand même il est dans déjà la famille. les propos, exactement. Il est en famille, il est englobé dans le truc. Alors, c'est assez logique parce que c'est, mis à part blessure, et c'est vraiment, je touche du bois pour lui et pour le basket français en général, qu'il ne va pas se blesser, mais sinon, c'est lui qui sera numéro 1 de la draft. Il cristallise tellement d'espérance pour tout le monde, pour nous les Français évidemment, mais même pour la NBA, parce que c'est un mutant et il propose quelque chose de différent. C'est-à-dire que c'est, alors, je ne sais pas si on a le droit de dire ça, mais c'est en XXL, c'est du Rudy Gobert en défense et c'est du KD en attaque. En XXL en plus. En XXL, bah, c'est-à-dire en format, c'est par rapport à son gabarit physique, Okay. je veux dire. Et donc tu dis, tu n'as jamais vu ça. Donc lui, il est en train de se dire, ma NBA, j'ai besoin de mecs qui vont tirer la charrette un petit peu. Et qui de mieux qu'un Wembanyama qui est hyper jeune en plus. N'oublie pas, quand Jordan termine, on parle de Grant Hill, Penny Hardaway, tous ces mecs-là comme étant les dignes héritiers sur lesquels on comptait pour pouvoir tirer la NBA vers le haut. Derrière, tu as LeBron qui arrive, mais LeBron, il a 40 ans bientôt et on cherche forcément... Comme il a 40 ans physiquement, mais dans son jeu, il en a 25. Il en a encore 25, ouais. Mais bon, on cherche le next il est plus souvent one. blessé et tout ça, et quoi qu'il arrive, on doit préparer l'avenir. Donc Adam Silver, comme tous les puristes et fanatiques de NBA, cherchent cette on parle toujours égérie, quoi. De l'image de la NBA. Et on cherche toujours un joueur qui soit l'image. Effectivement, on a eu LeBron James, mais le prochain, c'est qui Alors, il y a Ja Morant, bien sûr. Il y a Tatum. Mais pourquoi pas Wembanyama? Je pense qu'il mise sur lui en tous les cas. On a vu un tweet passer, si on peut bien le remettre en régie. C'est Magic Johnson qui s'exprimait sur Victor. Ils sont enflammés un petit peu, Magic Johnson. J'ai eu la chance de rencontrer et de discuter avec le meilleur joueur du monde. Et cette année, le futur numéro 1 donc de la draft, vous l'avez compris, Victor Wembanyama. Donc il a même l'éloge des plus grands. Il y en a qui sont un peu plus prudents quand même, notamment Shaq ou Chris Bosh, des anciens joueurs de Miami, des Lakers notamment, qui sont exprimés sur le cas Victor Wembanyama. On écoute tout ça et puis on débriefe ça ensemble. I haven't really seen anybody pressure him yet. Been seeing a lot of offense, but you know when you're playing against a 7-footer, you got to take it to him. So that's the true test when he gets here. Zion's gonna come at him, Embiid's gonna come at him, Joker's gonna come at him. So that'll be the true test. Right, like right now, when you know all the clips I'm seeing on him is just about him offensively. And 7'3", great soft touch. He plays like a guard, but it depends on him if he wants to be the best big man ever. A kid like that, with the talent that he has, yeah, it's going to be a lot of pressure. But he should just be, you know, the best version of himself that he could do. Put in the work every day. I love the fact that he buys into playing defense. I think if he keeps that mentality, that'll be a huge help for him. But, you know, with all that said, it's not easy, right? It's going to be very, very, very difficult.
And as long as he's up for the challenge, he'll be all right. He's going to change the way the game is played. There'll be a lot of pressure on him, but he seems like cool with it. And I love his moxie, I love his attitude, and you know, right now he's dominant, he's dominating, you know. And you know, there are players who play, but the people who dominate, like I didn't want to just play, I want to dominate. And he seems to come to the game thinking like, I'm gonna dominate the opponent, which is pretty cool. Vous avez reconnu la légende, hein, pour terminer, Isaiah Thomas de Détroit, en référence à ce qu'on disait en début d'émission. Melvin, tu vois, quand on évoque le cas Victor, on est entre hype et prudence. Finalement, les joueurs NBA ont l'air quand même assez prudents concernant le cas Victor quand il sera du côté de la NBA. Comment toi, tu analyses les propos là, de Shaq, de Chris Bosh et d'Isaiah Thomas? Je suis assez d'accord avec les propos du Shaq parce que c'est vrai qu'offensivement, on le voit depuis pratiquement un an maintenant, il peut tout faire. Donc on peut le faire jouer 5, on peut le faire jouer 4, on peut le faire mener la balle un peu comme Bol Bol le fait pour Orlando dans certains matchs. Après, par contre, c'est vrai que physiquement, il est encore frêle et qu'avec cette étiquette de numéro 1 de la draft, de futur grande star NBA, tous les joueurs vont aller le défier. Ils vont vouloir voir ce qu'il vaut vraiment. Et je pense que quand tu as des gros mastodontes à l'intérieur qui vont aller au charbon, je ne sais pas s'il va vraiment pouvoir encaisser, mais c'est normal à l'âge qu'il a avec le physique qu'il a. Si on se rappelle de Rudy Gobert quand il est arrivé en NBA, c'était le même problème. Donc il va prendre de la caisse, il va prendre du physique et ça ira mieux dans quelques années. Mais ça va être intéressant de voir comment lui répond à ce challenge-là et comment son équipe un peu le protège pour peut-être pas le mettre sur des Embiid, sur des Jokic d'entrée de jeu. Un mot avec toi, Fred, le poste intérieur, tu connais. Victor, c'est plutôt un 4-5, mais il peut jouer 3, il peut même remonter la balle. Il fait tellement de choses sur un terrain qu'on ne sait plus où le positionner. Tu le vois comment, toi, évoluer comment en NBA dans quelques mois? Alors, moi, je vais écouter Vincent Collet, le sélectionneur de l'équipe de France, qui dit « J'aimerais bien qu'il mette plus de points à l'intérieur et qu'il ne se contente pas de shooter à 3 points ». Donc quand je vois ça, quand j'entends ça d'un professionnel comme Vincent Collet, je me dis que je pense qu'il a raison. Okay. Parce que concrètement, s'il était en poste 3, il serait en difficulté sur la défense. Parce que sur les déplacements latéraux, ce serait compliqué. D'accord. Moi, je le vois comme un 4-5, comme un AD un peu, mais avec cette capacité encore plus d'écarter, de faire ses moves un petit peu et finir près du cercle surtout. Parce que AD, il n'est jamais aussi bon que quand il est près du cercle en fait. Il aura cette liberté comme il l'a un peu à Levallois? Ou est-ce qu'il faut lui laisser vraiment être lui-même ou est-ce qu'il va être un peu orienté? Il aura cette liberté. Il aura cette liberté parce que le jeu NBA s'y prête, parce que le jeu est plus délié, plus large, que c'est par belle à l'attaque et qu'on est dans cette dynamique aussi d'essayer de maximiser le talent de la star. Donc vu qu'il va devenir potentiellement le franchise, peu importe où il sera drafté, on va construire autour de lui à la même échelle qu'on a construit autour de Dirk Nowitzki à Dallas, qu'on peut construire autour de KD, de LeBron. Tu es un numéro 1 de la draft, il y a des grandes attentes autour de toi. Moi, je le vois vraiment pas du tout en 5 pour le coup, même si, bien sûr, avec le jeu moderne où il n'y a plus de gros mastodontes. En fait, c'est pour ça. Ouais. Je ne te parle pas d'un 5 dans les années 90. Hein. Oui, non. Je te parle d'un 5 vraiment maintenant où c'est un peu moins du post-up, c'est un peu moins… Mais même maintenant, tu vois, parce que pour moi, je préfère avoir un 5 à côté de lui. C'est-à-dire que tu peux lui donner cette opportunité de quand même rester délié, au large, jouer en tête de raquette. Sa force, c'est de pouvoir justement shooter à 3 points. De là, aussi faire la feinte, prendre les intervalles et sur les mecs… Quoi de mieux que d'attaquer un 5 dans ce cas de figure? S'il peut écarter le jeu, tu as un 5, donc qui logiquement sur les déplacements latéraux est moins fort. Mais tu n'as pas à défendre sur un 5. Parce que ça veut dire que derrière, tu dois être matché avec Embiid, avec Jokic et tu peux te mettre dans les problèmes de faute. Ce que je veux dire, sur des cas précis comme ça, sur des gros pivots, tu peux en trouver un autre à côté pour défendre sur ça. Mais je veux dire, dans la majorité, c'est pour ça que j'ai dit 4-5. Ouais, non, mais c'est pour ça que moi j'entends surtout offensivement en poste 5 et défensivement en poste 4. Ouais, d'accord, ça me va. Moi, c'est comme ça que je vois. Ça me va. C'est un peu différent pour moi, mais je ne vais pas relancer. Mais non, si. Ah non, ça nous fait plaisir, on veut savoir. On le fera la semaine prochaine. Okay. Voilà, simplement. On va discuter culture NBA dans le débat de la semaine.
Fred le bavard. On garde ce thème promis pour la semaine prochaine. On va discuter de la culture du jeu en NBA puisque ça fait débat. Un joueur en activité, Austin Rivers, s'est exprimé il y a quelques jours dans The Ringer. Je vous lis la décla. Le paysage a changé maintenant. Les parents paient ces gens pour venir au match. Tout le monde a une mixtape. Tout le monde regarde la caméra et se tape sur la tête quand il dunk sur quelqu'un. Ce n'est qu'une succession de highlights et maintenant les gamins ne regardent que ça. Ils regardent pas le vrai match de basket, la pureté du jeu. Et on va même continuer parce qu'il s'est exprimé longtemps Austin Rivers sur la question. Faire la bonne passe même si vous n'allez pas obtenir une passe décisive, plonger sur le terrain, parler en défense, prendre des bons tirs, rendre le jeu facile, être efficace avec le ballon, marquer sur 1 ou 2 dribbles plutôt que sur 15, tout ça a disparu. La culture du highlight a tué le basketball. Amen. Des propos qui ont été salués quand même par la communauté globale et les joueurs en activité, notamment Evan Fournier qui a retweeté, qui a repartagé l'information et qui a récolté un nombre de voix pour sa prise de position. Il avait retweeté une vidéo justement d'un third grader. Ouais. Alors Melo, third grader, je ne sais plus quel âge c'est. Le petit qui avait un bandeau. Exactement, mais on l'a la vidéo. On va vous la montrer. Je voudrais juste lancer le débat et donner la main à Melvin. La culture du jeu, tu l'as pratique depuis plus de 10 ans maintenant du côté de San Francisco. Tu vois un petit peu les choses évoluer. Tu vois un Steph Curry shooter à 10 mètres qui influence beaucoup aussi d'autres joueurs NBA et des jeunes d'ailleurs qui développent aussi des capacités à jouer différemment. Qu'est-ce que tu penses toi de l'évolution du jeu et est-ce qu'elle dénature le jeu ? Alors, je ne pense pas que ça dénature le jeu. Par contre, je pense que ça dénature la formation des jeunes. C'est-à-dire que les jeunes vont voir Stephen Curry prendre des tirs à 10 mètres et les mettre. Et ils vont se dire, c'est mon joueur préféré, donc du coup, je peux faire la même chose. Mais ils ne voient peut-être pas tout le travail qu'a fait Steph Curry pour pouvoir prendre un tir comme ça. Et surtout quand on parle des États-Unis, il y a vraiment un focus sur le développement personnel. Donc, c'est beaucoup de travail en 1 contre 0, tu vas enchaîner des dribbles, tu vas enchaîner tu vas construire ton package comme ils disent ici. Et je trouve que ça, oui, ça dénature la culture basket. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a beaucoup moins de jeunes joueurs qui arrivent en NBA et qui sont extrêmement solides sur les fondamentaux. Et du coup, ça met les franchises et les coachs NBA dans un rôle pas seulement d'entraîneur ou de manager, mais dans un rôle de formateur qu'ils n'ont peut-être pas l'habitude de faire. Moi, quand je vois que, par exemple, même en défense, par exemple, ou dans quasiment tous les matchs, tu vois des ailiers qui viennent aider côté fort pour donner un tir ouvert dans le corner, alors que même moi, à l'époque, quand je jouais en benjamin ou en minime, c'était quelque chose qu'on nous répétait. Donc que ces erreurs comme ça arrivent en NBA, ça fait peur, mais je pense que c'est vraiment sur la formation que ça impacte le plus. Fred, l'évolution du basket international, on peut aller aussi sur cet angle-là. Est-ce que la culture du jeu, le tout pour l'attaque, marquer à tout prix, dénature aussi le jeu dans sa globalité ? Alors, je suis très partagé par rapport à ça parce que d'un côté, oui, bien sûr, ça le dénature et je ne reprendrai pas les mêmes exemples, je suis complètement d'accord. Sauf qu'il ne faut pas tout mélanger pour moi. Déjà, Steph Curry, effectivement, quand il met des shoots à 3 points, ce n'est pas la culture du highlight. C'est juste qu'il a inventé une nouvelle façon de jouer au basket. Et c'est sa compétence. C'est ses compétences, et lui, il travaille pour ça, etc. Moi, peut-être que c'est effectivement dans le manque de communication, dans le manque d'explication, de dire, Steph Curry, OK, il est comme ça, sauf que le mec, il passe sa journée à la salle pour réussir ça. Je vais prendre Angelo à partie. On a des camps de basket, on sait ce que c'est que d'avoir des jeunes. Moi, le premier truc que je les vois faire, c'est shooter du milieu de terrain. Les mecs n'ont pas fait un lay-up encore, ils shootent du milieu de terrain. Donc, de ce point de vue-là, oui, ça dénature le basket. Mais ce n'est pas de la faute forcément que des mecs qui font des highlights. Alors, je ne te parle pas chaque fois qu'il y a des dunks, que les mecs font des gestes. Au début, c'était super cool, sauf que maintenant, tout le monde le fait. Et ça devient hyper relou. Et de toute façon, le highlight, c'est ce qu'on voit. Beaucoup de gens disent, en France, on regarde beaucoup de NBA. Non, il y a des puristes qui regardent beaucoup de NBA. Et la majorité des gens qui parlent de NBA regardent des highlights. Parce que qu'est-ce qui fait vendre ? C'est le highlight. Bien sûr. Et c'est sur ça qu'il s'appuie, donc c'est assez logique. Sur quoi Austin Rivers met le doigt, en fait, ça va au-delà. C'est-à-dire que je suis tout à fait d'accord avec Fred. C'est pas le fait que les highlights soient créés par les mecs talentueux qui sont des machines à highlights, mais ce sur quoi Austin Rivers met le doigt. Parce que je veux aussi mettre et rendre hommage, tu vois, à Georges Edier et consorts, NBA Action, le magazine NBA qu'on a regardé. NBA Action is fantastic. It's fantastic. Et c'était une boîte à highlights qui nous donnait envie. Bien sûr. Et qui nous inspirait à aller jouer.
ce sur quoi lui il met le doigt, c'est le fait que désormais, avec les nouvelles technologies et surtout avec cette nouvelle culture, on a sur Instagram des mecs qui s'inventent personal trainers, il y en a 30 000. Tu vas sur Instagram, tu as 30 000 mecs certifiés personal trainer avec zéro. C'est juste la vie, ça. Ouais. Tu regardes Instagram, c'est que du fake. Les mecs, les influenceurs qui sont en train de se filmer à Miami. Ali, il est en mission, Fred. Là. Ils sont en Seine-Saint-Denis avec un fond vert et en train de se filmer, en train de montrer des trucs. C'est ce qui se vend le plus. Moi, je voudrais qu'on vous remonte la déclaration d'Austin Rivers et je sais que tu vas aller dans mon sens. Ouais. La première, s'il vous plaît, Lucien. Le paysage a changé maintenant. Les parents paient ces gens pour venir au match. Ces gens. On peut essayer de s'arrêter sur ce début de déclaration. Overtime, tous ces Ce sont toutes ces sociétés de production ou alors ces vidéastes qui viennent uniquement prendre des images de highlights et qui vendent les contenus aux parents. Et les parents s'en servent pour exposer leurs enfants et les amener éventuellement plus haut dans les lycées, les facs, etc. Alors, pour expliquer, parce que c'est peut-être quelque chose qui est beaucoup moins répandu, peut-être même pas du tout répandu, même si ça commence à se créer un petit peu en France, mais aux États-Unis, tout se fait au niveau justement de cette approche des vidéos, et Melvin pourra appuyer mon point encore plus, mais des vidéos pour que les coachs universitaires puissent avoir accès à une base de données visuelle qui puisse leur donner une opinion, parce que les États-Unis, c'est extrêmement grand comme territoire. Ça va faire du stock. Voilà, tu fais monter ton stock, tu donnes quelque chose. Avant, c'était simplement les statistiques. Et l'époque de Fred, beaucoup de coachs recrutaient sur des coups de téléphone et simplement des statistiques par match. Là, il y a des vidéos, mais le problème, c'est qu'on tombe dans un excès où... et de toute façon, les vrais coachs, eux, ne veulent pas regarder des highlights, ils veulent regarder des vrais matchs. Ils veulent regarder ton attitude sur le banc, ils veulent regarder ce que tu fais quand tu es en difficulté, ils veulent regarder comment tu défends. Tu peux faire dire n'importe quoi des highlights. C'est ça, exactement. Et le problème, c'est qu'on se retrouve maintenant avec la génération Instagram, YouTube, où tu vas faire 30 000 highlights. Tu vas aussi avoir tous ces gamins, comme on l'a vu là, le third grader, qui va faire des gestes genre il flex sur un gamin qui fait même pas la moitié de sa taille parce qu'il est en surpoids et en surgabarit par rapport à son âge. Il va arrêter de grandir et tout va rentrer dans l'ordre. Moi, c'est mon joueur, il fait 50 000 pompes par jour. Hein. Mais le problème, c'est qu'on les autorise. Et Fred, il dit un truc extrêmement important. On les autorise à se comporter de la sorte. C'est absolument exécrable parce qu'on permet à des gamins qui n'ont absolument rien compris de la vie à l'heure actuelle de penser que c'est OK. Oui, les gamins c'est pour ça que je te parle d'éducation. L'éducation, elle vient de la NBA qui doit expliquer pourquoi, mais des coachs surtout. Chaque coach, tu ne peux pas tolérer qu'un gamin de cet âge-là, il fasse ça. C'est pas normal. On va prendre le point de vue d'un de nos insiders aux États-Unis, Emric Parker, qui élève aussi son fils dans des conditions basket, sociétales et puis l'éducation, bien sûr. Il a aussi un avis sur la question, Emric, et ensuite on débriefe ça ensemble. Alors aujourd'hui, moi je pense plutôt que le débat, il n'est pas sur la culture du highlight en soi, puisque le highlight a toujours existé en NBA. C'était une façon de promouvoir le basket, qui est un sport flashy, le beau contre, la belle passe, le gros dunk. Bref, la culture du highlight, elle existe depuis les années 90. La NBA invente les top 10, les cassettes NBA Action prennent le relais. Dans les années 2000, on a même la marque N1 qui va amener les highlights de la rue au grand public. Donc bref, cette culture du highlight, elle est nécessaire dans le basketball moderne. Maintenant, ce que je dénonce plutôt, ce serait une gratification instantanée amenée par les réseaux sociaux, où on est abreuvé d'images et on ne sait plus trop vraiment quel est le beau highlight du highlight finalement moyen. Et donc ça, c'est cette génération qui est jeune et qui n'a jamais connu autre chose que ça. Parfois, je pense qu'elle est un peu perdue et elle ne se rend pas compte que le basket, c'est autre chose. Le basket, ça part d'une belle défense, ça va à une belle attaque, c'est l'extra pass, la hockey pass, comme on dit en anglais. Donc voilà, c'est ça qu'on oublie aujourd'hui et c'est cette culture de gratification instantanée qui nous demande d'avoir toujours le plus beau truc. Et regardez, même la NBA, avec leur top 5 journaliers, quand ils n'ont pas grand-chose à créer comme contenu, ils vont quand même essayer de chercher un highlight. Et donc c'est ça vraiment le problème actuel aujourd'hui. C'est pas le highlight en soi, c'est l'utilisation que l'on en fait. Le point de vue d'Emric, qui rejoint un peu aussi l'utilisation justement des outils, les réseaux sociaux, etc. Comment on fait, Fred, pour rétablir un peu l'équilibre dans cette force entre effectivement le nécessaire bon discours qu'il faut avoir pour influencer donc les jeunes joueurs et les former correctement et ces outils qu'on a à notre disposition aujourd'hui pour montrer les talents et éventuellement les faire avancer? Mais déjà, on serait des vieux cons si on disait qu'il ne faut pas se servir de ça aussi. Parce que concrètement, ça fait avancer aussi le basket et il faut aussi se mettre dans la situation actuelle. La situation actuelle, tu ne peux pas vivre sans les réseaux sociaux. Donc ça, il faut l'accepter, il faut dire que c'est comme ça et profiter parce qu'il y a quand même des highlights qui sont fantastiques à regarder et c'est plaisant. L'autre, je reviens à ce que je disais, c'est dans la formation qu'on doit faire des efforts.
c'est que les coachs doivent expliquer, doivent faire comprendre que, ok, Steph Curry, il met des shoots de là-bas, mais toi, tu es juste un petit blaireau, va faire des lay-ups. Tu vois ce que je veux dire? Il faut bien leur expliquer. C'est dans la formation qu'on a une seule chance. Si on continue par contre à avoir des coachs formés au highlight, qui forment les joueurs au highlight, on va se retrouver avec des gamins de 6 ans qui font des... Tu vois? N'importe quoi. Le problème, c'est qu'on a du mal à réguler justement ces imposteurs. Il y a énormément d'imposteurs sur les réseaux sociaux qui vont vous vendre un contenu de... Supposer une recette de réussite, tu vois, une recette. Il faut vivre avec. Non mais je parce sais bien. Non mais ce que je veux dire, il y a des imposteurs dans la bouffe, dans le sport. Quelle réponse pédagogique il faut apporter justement à cette déferlante d'images sur les réseaux sociaux en fait? Et comment on peut opérer? La réponse pédagogique, c'est de démultiplier les actions pour former la jeunesse et former les encadrants. C'est parce que au-delà de la jeunesse qui a accès aux réseaux sociaux, il y a les encadrants qui les gèrent au quotidien dans leurs clubs respectifs. Et donc quand les encadrants prennent conscience de l'importance non seulement de les éduquer sur le terrain, mais de les éduquer en tant que jeune homme qui pratique un sport, parce qu'il y a un comportement à adapter quand on est un jeune sportif, et ce n'est pas simplement le fait d'être talentueux, c'est aussi de savoir honorer son talent avec un comportement qui soit adapté. Et ça, c'est quelque chose qui se perd. Très bien, on va finir là-dessus. T'as vu, t'es fier de nous, on s'est arrêté au moment. Vous m'avez même surpris. On va rejoindre surtout Aymeric, puisque la chronique fraîche est de retour en 2023. Oh yeah! Allez, on va retrouver Aymeric dans les rues d'Harlem. La semaine dernière, c'était le MLK Day, le Martin Luther King Day, cette journée dédiée au révérend Martin Luther King, qui est bien célébrée dans le sport américain et notamment en NBA. Mais Melvin, n'importe quoi. Aymeric va nous expliquer tout ça et on en discute ensemble. Bienvenue dans la chronique fraîche. Cette semaine, aux États-Unis, on célèbre le Martin Luther King Day. Alors, j'aimerais revenir avec toi sur pourquoi il est aussi important, toujours aujourd'hui, de parler de Martin Luther King et quel est son héritage aux États-Unis. La chronique fraîche, c'est maintenant. When it comes to the boom bap, nothing less or more, keeping it raw. Fuck rhymes, I write prescriptions. My opinion's a fact when I prove that. When it comes to the boom bap, nothing less or more, keeping it raw. Fuck rhymes, I write prescriptions. My opinion's a fact when I prove that. Caméra embarquée, toujours avec moi en direct de New York, plus précisément à Harlem, chez moi. Aujourd'hui, ce mois de janvier est une journée pluvieuse, mais Martin Luther King résonne encore plus fort aujourd'hui dans le cœur de tous les New-Yorkais et de tous les Américains. Martin Luther King, né en janvier 1929 à Atlanta, en Georgie. Il est fils de pasteur et rapidement, après être sorti de la prestigieuse HBCU de Morehouse, eh bien, il devient pasteur à son tour. Dans la famille King, on prêche le discours de Gandhi, un respect, un amour pour autrui, et on va, par la désobéissance civile, arriver à ses fins, à savoir se plaindre, faire des sittings et faire changer l'opinion publique comme cela. En décembre 1955, Martin Luther King apprend que dans l'état voisin de l'Alabama, à Montgomery plus précisément, une petite dame refuse de laisser sa place dans un bus. Rosa Parks commence alors un boycott avec l'appui de tout le clan Martin Luther King qui permettra à la ville de Montgomery, près de 10 ans avant la fin de la ségrégation aux États-Unis, d'arrêter la ségrégation dans les bus de la ville de Montgomery. Ce boycott et cette victoire inouïe permettra à Martin Luther King d'asseoir sa notoriété nationale. Et quelques années plus tard, en 1963, il permettra également de proclamer ce fameux discours « I have a dream » sur les marches du Lincoln Memorial à Washington. Après 99 ans, les rues d'Harlem et de tous les grands quartiers noirs aux États-Unis voient enfin la fin de la ségrégation. Le discours de Martin Luther King à Have a Dream un an auparavant aura été vraiment le vecteur d'un changement que toute cette communauté afro-américaine attendait depuis tant d'années. 250 ans d'esclavage auront été suivis par 99 ans de ségrégation et c'est enfin la fin. La communauté afro-américaine, doit-on le rappeler, c'est une véritable minorité ici aux États-Unis. Seulement 13% de la population, toujours en 2023, est noire aux États-Unis. Et donc avec cette ségrégation, avec cet esclavage pendant de longues années, il a été impossible pour la population noire américaine d'accéder à une richesse générationnelle. On appelle ça ici generational wealth et ça a permis d'empêcher surtout l'accès à l'immobilier, l'accès à de la richesse et donc cette richesse ne s'est pas transmise de génération en génération. En 1968, Martin Luther King se rend à Memphis pour aider les éboueurs noirs de la ville à avoir la même paye que les éboueurs blancs. On est 4 ans après la fin de la ségrégation et les inégalités perdurent dans une Amérique plus déchirée que jamais. Et un tireur blanc va assassiner Martin Luther King sur le parking du Lorraine Motel. C'est la fin du leader des droits civiques. Il a 40 ans.
Le Martin Luther King Day devient un Federal Holiday, un jour férié national sous l'ère Reagan en 1980. Et aujourd'hui, la NBA met toujours à l'honneur l'histoire et l'héritage de ce grand leader noir, car il est important de faire résonner ces mots, toujours aujourd'hui dans une Amérique déchirée. Le mouvement Black Lives Matter depuis la mort de Trayvon Martin ou le genou à terre de Colin Kaepernick vont tout autant se faire conspuer que Martin Luther King à son époque. Comprenez aussi que Martin Luther King, il était diabolisé par le FBI, John Edgar Hoover le détestait. Eh bien, Martin Luther King, aujourd'hui, on le porte au nu, mais il est important de se rappeler que son combat est toujours très présent dans l'Amérique actuelle. Voilà, cette chronique fraîche, elle est terminée. J'espère que cela t'a plu, que tu en sais un peu plus et que ça te donnera envie de gratter davantage sur l'histoire incroyable de Martin Luther King. On se retrouve très bientôt sur AI. La culture sociale et le sport résonnent aux États-Unis. Melvin, est-ce que tu peux nous parler de l'importance de cette journée quand il s'agit de NBA et de MLKD? Ouais, ben, la NBA, c'est simple. Depuis que le Martin Luther King Day est un jour férié, la NBA a toujours joué lors de ce jour, sauf l'année du low-cut en 98-99. Et généralement, il y a quasiment 20, 25, 26 des 30 équipes qui jouent ce jour-là. Et la NBA fait toujours bien les choses, c'est-à-dire que Atlanta, la ville où a vécu Martin Luther King, et Memphis, la ville où il a été malheureusement assassiné, sont toujours mises en avant lors de cette journée-là. Généralement, les deux équipes reçoivent, il y a toujours des événements autour des matchs. Donc c'est vraiment quelque chose que la NBA, qui tient cœur à la NBA et à ses fans. On n'a pas de célébration de ce type, nous, en Europe, qu'on pourrait peut-être identifier comme sociale et sport. Je crois pas. Non, quand on parle de basket. Déjà, par chance, on n'a pas eu de ségrégation. Déjà ça change beaucoup de choses. Ça aide effectivement à ne pas le célébrer, du coup. Oui, voilà, c'est ça. Ça n'existe pas. Exactement. Forcément. Bon, on va remercier Aymeric pour son reportage toujours aussi fourni en informations et en images. Et puis, on va ouvrir la dernière chronique de notre émission, le Focus de la semaine. Les Touquets sont de retour, messieurs. Kawhi et Klay Thompson sont de retour à leur meilleur niveau. On s'inquiétait pour eux. Il est à donf sur la vanne. Ouais. Il est comme ça. Écoute, j'apprends d'un homme concerné. En difficulté, les deux en début de saison, pour cause de blessures longues et sérieuses. On se souvient du tendon d'Achille de Klay Thompson, rupture aussi du quadriceps, des problèmes de genoux pour Kawhi Leonard. Et puis voilà, une gestion un petit peu de son corps particulière. Ils ont commencé la saison low, ils sont maintenant en plein badin. On va peut-être parler de Klay Thompson pour commencer avec toi, Melvin. Plein badin. Oui, plein badin. Oui, je reprends quelques expressions. Je ne connaissais pas, j'ai appris. Plein badin. Melvin, Klay Thompson. MLKD, Messieurs, finissons cette émission, s'il vous plaît. Klay Thompson, tu le vois depuis des années. En difficulté, on peut le dire, quand même, en début de saison, en tout cas sur une forme de réserve. Là, il est autour de 30 points de moyenne. On va voir les stats qui s'affichent pour Klay Thompson. En tout cas, sur le mois de janvier, c'est pas mal du tout. Comment tu vois un petit peu son implication et surtout, comment tu le vois aussi être de mieux en mieux sur le terrain? Ouais, comme tu l'as dit, il a mal débuté la saison, mais il faut le remettre dans un contexte, c'est-à-dire qu'il n'a quasiment pas participé au training camp parce que les Warriors ont voulu prendre leurs précautions avec lui. On se rappelle qu'il a raté, il est revenu en janvier dernier, donc ça fait juste un an qu'il est revenu en NBA. Il avait raté les 2 saisons d'avant pour 2 grosses blessures. Et donc du coup, ils l'ont un peu cajolé, il revient doucement à la compétition. Il est monté en puissance, on le voit ici, chaque mois. Mais par contre, c'est pas le Klay Thompson d'avant sa blessure. C'est-à-dire que si on regarde surtout ses pourcentages de tirs, parce que Klay Thompson, avant tout, c'est un gros tireur, il était à 47-48% avant sa blessure, maintenant il est à 42%. Si on regarde toutes ses saisons NBA, il a toujours été au-dessus des 40% à 3 points, sauf la saison dernière et sauf cette saison où il est juste en dessous, il est à 38-39%. Donc, il n'est pas encore à son meilleur niveau, mais il est beaucoup mieux qu'en début de saison. Physiquement et en défense, on voit aussi qu'il a changé de profil. Avant, il pouvait défendre sur des Damian Lillard, sur des Kyrie Irving. Maintenant, il a beaucoup plus de mal à rester avec des petits joueurs qui sont très rapides. Mais par contre, on l'a vu contre Boston face à Jason Tatum, face à Jaylen Brown, où il a réussi à les tenir. Donc moi, je suis assez optimiste pour Klay et puis pour le reste de sa saison avec les Warriors.
12 points en octobre, hein, 12,3 et là il est sur le mois de janvier qui n'est pas terminé à 27 points de moyenne. Effectivement blessé toute la saison 2019, 2020, 2020, 2021 et retour le 9 janvier, donc il y a un peu plus d'un an maintenant. Donc pour la saison 2021-2022, c'est un shooter. Combo, hein. C'est un shooter, Angelo, tu as shooté un petit peu partout en Europe. Revenir de blessure comme ça, quand on est un shooter, finalement, ça nous aide ou est-ce qu'on a quand même besoin un peu de son corps pour être performant? On a énormément besoin de son corps. Et je pense, peu importe. Comme il est en train de se vendre, c'est fini, tu ne joues plus. Je te rappelle de dire que c'est difficile, etc. C'est bon, on a conscience que c'est difficile. On a énormément besoin de son corps. Et on en a besoin pour faire les choses les plus basiques dans notre quotidien. Comment tu le trouves au niveau de son corps, justement? Est-ce que tu le sens en Beaucoup cadre? mieux. En fait, moi, on en parlait un petit peu en coulisses avec Mélo et avec toi hier. C'était vraiment dans l'optique de le voir alterner un petit peu plus tel qu'il était auparavant. C'est-à-dire que c'est un joueur qui est capable de rentrer dans l'intervalle au milieu, d'aller dunker sur des grands athlètes. C'est un joueur longiligne, mais qui, à l'université, on l'oublie très souvent, jouer à la main et surtout aller claquer des dunks dans le trafic sans aucun problème. Okay. Et petit à petit, il s'est éloigné de ça, mais jusqu'au point où c'était même plus concevable dans son esprit. On sent qu'il a envie maintenant de se rapprocher du cercle. Il drive ligne de fond, il va au panier, il alterne. Et Mélo l'a dit, en carrière, il est à 41,5 à 3 points. Là, sur les 2 dernières saisons, il a les 2 plus faibles pourcentages depuis son année rookie. Ouais. Donc, on ne peut pas dire qu'il est de retour à son meilleur niveau. Par contre, il est de retour à un très, très haut niveau. Okay. Et ça, c'est vraiment on attend encore plus de lui. Est-ce qu'il peut donner plus? Il peut. Après, il faut voir aussi si on se réinvente aussi avec le temps. C'est-à-dire que si on est moins athlétique, on va laisser parler nos fondamentaux, notre expérience et ces choses-là. Donc, ce qu'il est en train de montrer sur le mois de janvier, c'est super encourageant pour les Warriors dans l'optique de la post-season. Niveau All-Star ou pas? En janvier, oui. Sur la saison, on ne peut pas. Ok, donc pas All-Star pour ça. Il démarre trop tard. Trop court. À être très fort, il a démarré trop tard, donc c'est logique. Il faut pas... Donc en janvier, oui, mais pour la saison, tu ne peux pas. Très bien. Kawhi Leonard, on y va? L'ancien des Spurs, champion avec les Spurs et avec Toronto également, qui évolue du côté des Clippers maintenant, souvent blessé au genou. On ne le voyait pas en début de saison hype être un joueur influent en attaque, et je me tourne vers Fred Weiss. On avait un peu de doute là-dessus, mais apparemment, il est en train de remontrer des capacités à scorer et à être impactant offensivement, si je peux terminer, pour son équipe. Et on va montrer quelques... Le professeur, il est là. On va montrer quelques chiffres, surtout pour en attester. Alors, si ça s'affiche. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Oui, on a les stats. On a les stats, donc en minutes et en points, en évaluation. On voit que c'est pas mal du tout pour Kawhi Leonard. Les pourcentages surtout. Hein. Et les pourcentages aussi, 55,8% au tir et à 3 points. C'est très bon sur les 7 derniers matchs. Bien sûr, en NBA, il a manqué 25 matchs cette saison. Et donc, les blessures, lésions du ligament croisé antérieur pour Kawhi Leonard. Où est-ce qu'il en est, ce joueur? Est-il de retour à son meilleur niveau, Monsieur Weiss? C'est hyper difficile de répondre à ça, parce que Kawhi, il n'a pas de limite dans son niveau quand il est en forme. Okay. Et c'est pour ça que j'ai voulu t'interrompre un moment, parce que concrètement, en termes de niveau de jeu, on n'a jamais eu de doute. C'est son état de santé qui nous a inquiétés. On sait que lui, s'il est en forme, il va être très performant, que c'est un cyborg, qu'il va faire le taf, etc. Sauf que physiquement, on se dit comment il va faire pour se remettre de cette blessure qui est compliquée, qui semble traîner depuis longtemps. Il est arrivé bien, j'allais dire affûté, alors pas du tout, il est arrivé hyper tanké. Ouais. Et donc tu t'es dit, il s'est bien renforcé, il a fait le taf, sauf que je pense qu'il était un peu lourd, tout simplement, parce que concrètement, c'est pas ce type de morphotype, justement. Donc moi je suis plutôt fan de ce joueur. On a l'impression que sur son shoot, il est toujours un peu plat, mais il est un petit peu moins plat qu'avant. C'est-à-dire que cette période où c'était difficile en tous les cas. Ouais. Donc moi j'ai l'impression qu'il revient à un très très bon niveau, comme les stats parlent d'elles-mêmes. Hein, sur les 7 derniers matchs, moi je suis à 29 points moi, de moyenne sur les stats, mais parce qu'il a un match où il n'a pas joué. Ouais. Mais je trouve quasiment comme d'habitude. Moi, comme pour Klay Thompson, ma question c'est défensivement. Est-ce qu'il est aussi fort défensivement qu'il était avant? Avant, il l'a expliqué, Melvin. Klay Thompson, tu lui mettais n'importe quelle mobilette, il l'a arrêté. Maintenant, c'est un peu plus compliqué. Il s'est décalé un petit peu. Il défend toujours très bien, mais sur des mecs un peu moins rapides. Et je pense que Kawhi Leonard, c'est un peu ça aussi. Sur cette régularité à un très bon niveau, même s'il n'est pas à son meilleur niveau, il est quand même à un très bon niveau, on est bien d'accord? Il n'est pas loin de son meilleur niveau, du coup. Offensivement, sur les 7 derniers matchs, est-ce que vous le voyez? Est-ce que vous le voyez justement être capable de produire et de reproduire maintenant match après match? Question piège. Déjà, il ne fait pas les back-to-back. Il est souvent blessé. Déjà, il ne fait pas les back-to-back.
Donc avoir ce niveau, c'est plus compliqué parce que... Est-ce qu'il vaut mieux pas le reposer pour être performant ou alors le faire jouer et le voir tomber? Évidemment, il faut mieux le reposer, mais il ne fait pas les back-to-back. Donc en termes de performance, ça impacte moins parce que tu fais un match et tu ne fais pas le deuxième. Mais oui, évidemment qu'il faut le reposer, il faut travailler avec lui parce que tu auras besoin de lui quand ça comptera vraiment en fait. Melvin, comment on gère le cas Kawhi? Est-ce que en le voyant comme ça, on se dit bon, il faut le faire jouer et puis rester un petit peu... le mettre sur le terrain pour qu'il puisse lui rester productif, ou est-ce qu'il va falloir qu'il se gère pour arriver en forme au meilleur des moments de la saison, c'est-à-dire en play-off? Alors je pense que Kawhi comme pour Klay, leurs deux franchises sont vraiment à l'écoute des joueurs et bossent avec eux comme le disait Fred, donc pour pas justement tirer trop sur la corde. Après, là où ça devient un peu compliqué, c'est que les Warriors aujourd'hui sont 10e à l'ouest, les Clippers sont 6e à l'ouest, dans ce ventre mou où tu perds un match et puis tu peux perdre 4 places. Donc oui, il faut donner un peu de repos à Kawhi, mais tu as quand même besoin de gagner des matchs. Et si tu te retrouves 7e, 8e à devoir jouer le play-in, ça va rajouter des matchs à l'intensité décuplée avant d'entamer les playoffs. Donc moi, je suis assez partagé. J'aimerais le voir sur le terrain parce que j'aimerais voir les Clippers un peu plus haut. Et après, l'autre question que posait Angelo, c'est quand on va arriver en playoff et que les matchs vont compter, mais que ça va jouer beaucoup plus dur, est-ce que Kawhi peut enchaîner ou est-ce qu'il va devoir rater des matchs aussi? Et là, ce sera beaucoup plus embêtant. Peut-être qu'il va falloir qu'il se teste, d'ailleurs, avant les playoffs, une série de matchs comme ça, avec un peu plus d'intensité dans le jeu. Tu fais un match sur 2 en playoff, t'es mal quand même. Je pense que c'est pas suffisant, vu la densité, comme l'a expliqué Melvin, ça peut être drôle, de la conférence Ouest. Pas drôle pour les Clippers, pas pour les Clippers, non. Et pour le coach non plus. Pour finir, le mot de la fin, Kawhi, comment on gère? Eh bien, comment doit-il se gérer aussi? Je pense que de toute manière, ce qui est important, ce qui a été, on va dire, mis en avant avec les dernières années avec Kawhi Leonard, c'est qu'il faut être à son écoute. Il faut être à son écoute, qu'il faut qu'il se sente pris en considération, respecté, qu'il ne se sente pas sous pression de devoir faire quelque chose qui n'est pas pour son bien ou autre, parce que de toute manière, si après tu pars au clash avec lui en essayant de lui imposer un rythme qui ne lui convient pas, il ne le fera pas de toute manière. Donc c'est à lui de trouver ses propres réponses. Je pense que ni nous, ni qui que ce soit qui n'est pas proche de son quotidien ne pourront répondre à ça. Ouais, okay. C'est impossible. Logique. Mais si tu veux, c'est très personnel, quoi. Avec Kawhi plus qu'avec d'autres. Parce qu'avec d'autres joueurs, tu sais que ce sont des bons soldats. Avec Kawhi, il a vraiment mis en avant ces dernières années qu'il ne fera rien qui soit au détriment de sa santé. Donc s'il ne se sent pas apte ou s'il décide que c'est too much, il ne le fera pas. Voilà, c'est sur cette note un peu particulière qu'on va terminer cette émission. On va remercier les équipes techniques en régie et Lucien, notre chef d'édition. On va remercier Melvin qui se lève très tôt pour assister et participer surtout à cette émission. Merci à Angelo, merci à Fred et merci à toute la communauté Hype et à Sport en France. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro. Ciao.